Bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices. La vie est remplie d'imprévus, je ne vous apprends rien. Il peut arriver des choses improbables qui nous déstabilisent. Elles le sont encore plus quand vous n'avez aucune explication logique, aucune réponse quant à leur apparition. C'est d'autant plus déstabilisant quand ces événements inexpliqués touchent notre apparence et singulièrement les cheveux. Selon le journal Le Monde, daté du 13 mai 2008, si les hommes finissent par s'y faire tant bien que mal, les femmes vivent généralement très mal les pertes importantes de cheveux. Certes, perdre une centaine de cheveux par jour est considéré comme normal, mais lorsque la chute de cheveux aboutit à une diminution de la densité capillaire et que le cuir chevelu devient visible, on parle alors d'alopécie. Dans nos sociétés antillaises post-esclavagistes, le cheveu a subi toutes sortes de contraintes. D'abord devant être caché par une toile de coton, considéré par la suite comme tellement horrible qu'il est défrisé par des traitements chimiques, caché par des perruques ou des tissages, lissé par des fers, il est néanmoins considéré comme essentiel à l'esthétique et à la beauté dite féminine. Surtout quand il est plutôt long et lisse. Donc, quand il vient à se raréfier, voire à disparaître, c'est toute l'apparence physique de la femme qui est impactée et des souffrances psychologiques en découlent. L'apparence physique d'un individu constitue le premier contact avec celui-ci. Chez les femmes, l'apparence physique est un critère ou valorisant ou disqualifiant. Les dictats véhiculés par les magazines, la publicité, le cinéma tendent à imposer une norme de beauté. Et quand vous ne correspondez pas à celle-ci, cela peut générer une mésestime de soi. Cette dernière est souvent la source de déprime, de dépression et parfois de haine profonde de soi. L'autrice que nous recevons aujourd'hui, Pascale Dambeau, a vu son apparence changer en peu de temps. Et le chemin pour accepter ces changements, cette transformation, a été un parcours d'obstacles souvent douloureux. Mais à travers l'ouvrage qu'elle a rédigé, La chauve-souris, elle rappelle que le bonheur est un choix et nous livre les différentes étapes jusqu'à l'acceptation et la sublimation d'un choc. Bonjour Pascale. Bonjour Laure. Je suis vraiment très très heureuse de te recevoir Pascale. Je suis heureuse aussi, ça faisait un petit moment qu'on avait ce rendez-vous dans l'air. Absolument. Merci de m'accueillir. Alors, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour nos auditeurs, nos auditrices, nos téléspectateurs et téléspectatrices. Qui est Pascale Dambeau? Alors, j'ai même presque envie de dire qui était et qui est Pascale Dambeau. Ah, ok. Alors, Pascale Dambeau était une femme à l'époque sportive, dynamique, qui se coupait les cheveux courts, qui croquait la vie à pleines dents et qui ne se souciait guère de ses cheveux ou de son apparence. En tout cas, ses cheveux n'étaient pas forcément un critère de beauté pour elle. Ceci dit, ça lui allait bien, ça lui convenait en tout cas de se couper les cheveux régulièrement, très courts. Aujourd'hui, Pascale Dambeau est toujours cette femme sans cheveux, et qui n'a plus ses cheveux parce que ses cheveux ont fait un autre choix, on va dire, comme ça, et qui a vécu 25 ans avec une alopécie et qui vit toujours avec cette alopécie, mais qui la vit différemment. Autant l'ancienne Pascale a cherché à comprendre, a cherché à cacher cette alopécie. Aujourd'hui, cette alopécie existe, mais Pascale existe par-dessus tout. Donc en fait, tu ne vas pas te définir par ton alopécie. Il y a ta personnalité et il y a ce qui t'est arrivé un jour. Exactement, pas du tout. Alors, quelles sont les diverses émotions par lesquelles tu es passée quand tu découvres ce qui t'arrive? Alors, je passe d'abord par la déception. La déception, le découragement, l'incompréhension, la colère. La colère parce que pleine d'espoir dans plusieurs médications et quand le dernier rendez-vous médical tombe, je ne comprends pas. Quand on me dit « Madame, vos cheveux reviendront »,
comme ils sont partis. Donc je ne comprends pas. Je m'attendais à ce qu'on me dise je vous donne ci, je vous donne ça. Et dans tant de jours. Et dans tant de jours, tant de temps, en tout cas, vous verrez la repousse de vos cheveux. Donc c'est la colère et puis la profonde tristesse qui s'installe. Donc c'est tantôt la colère, tantôt la tristesse, et puis la solitude. D'accord. Voilà les sentiments qui m'animent pendant quelques années. Alors, à un certain moment dans le livre, tu parles donc des pleurs. J'aimerais bien que tu puisses nous lire ce passage parce que tu as parlé effectivement du sentiment de la colère. Je pense que c'est l'un des tout premiers sentiments. Enfin, je veux dire, tout d'abord le choc, la surprise, l'incompréhension et puis au bout d'un moment, la colère. Oui, mais tu dis que tu t'autorises à pleurer. Alors, je te laisserai donc lire à certains moments certains passages, notamment à partir de la ligne « Je pleure quand j'ai mal ». Est-ce que tu pourrais nous lire ça et nous dire en quoi les pleurs sont pour toi ou ont été pour toi ou sont encore pour toi importants? Alors, je te réponds après ma lecture. Oui. Je pleure quand j'ai mal, je pleure quand j'ai honte, je pleure quand je suis vexée, je pleure quand la vie me montre qu'elle a mieux pour moi. Pleurer, sentir la chaleur des larmes, sortir de mes yeux et s'exprimer sur mes joues sans éprouver le besoin de les essuyer pour bien en prendre conscience et mieux les accueillir. Je pleure également quand je suis en joie, quand j'apprends une bonne nouvelle, quand je vois un couple s'aimer, quand je ris, quand je regarde un film qui me touche, etc. C'est vrai que les pleurs sont pour moi, tu sais, comme une perle de sueur qui sort de ta peau, enfin qui coule sur ta peau. Les pleurs sont pour moi aujourd'hui quelque chose de tellement naturel. Alors ça ne l'a pas toujours été, puisque quand j'étais plus jeune, j'étais considérée comme une personne qui pleurait pour rien du tout. Qui chignait, comme on dit. Voilà, chignagna, voilà. Et du coup, j'avais honte de pleurer. Chaque fois que je sentais que les larmes allaient remplir mes yeux, je me disais, Pascal, tu ne vas pas pleurer maintenant, après tout le monde va te reprocher de pleurer. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ce que mon corps me propose. Et donc, quand une émotion m'envahit, si elle se traduit par des larmes, je me dis, tiens, ça fonctionne bien. Parce que si je fais la comparaison avec mes cheveux, qui ne poussent plus, si mes larmes ne montaient plus, je devrais vraiment certainement m'inquiéter. Donc j'accueille ces larmes et je pense que c'est simplement la matérialisation d'une émotion et que j'accueille. Donc les larmes aujourd'hui sont presque vécues comme des grâces parce que je sais que je suis à l'aise avec qui je suis maintenant à tous les moments de ma vie. Donc les larmes, les pleurs sont les bienvenus. Donc effectivement, à travers cette expérience, parce que je crois que tu n'aimes pas dire épreuve, tu préfères dire expérience, à travers cette expérience, est-ce que tu peux dire que tu as appris à te réconcilier avec toute ta palette d'émotions? Alors j'apprends toujours parce qu'il y a certainement des émotions qui me surprennent. Donc j'ai quand même ce temps d'humanité dans l'accueil de l'émotion. Tout à fait. Par contre, j'ai effectivement appris à les accueillir parce qu'avant, je les réfutais. Je me disais, non, alors là, tu te secoues un peu, il faut être forte, puisque c'est souvent... Le fameux... Voilà, il faut soit forte, soit parfaite, etc. Et donc, je me réfugiais derrière cela pour ne pas accueillir et refouler mes émotions. Et j'apprends, en tout cas, dans ce parcours, qu'une émotion accueillie, en tout cas une émotion, entre guillemets, négative accueillie, c'est une émotion qui s'en va plus vite. Absolument. Voilà, parce que si elle n'est pas accueillie, elle revient par une autre porte et peut-être encore plus fort. Et parfois par la maladie aussi. Par la maladie aussi. Donc oui, j'ai appris à accueillir mes émotions. Et pratiquement toutes, je crois que je les accueille aujourd'hui. Donc, une fois que tu as eu tout ce parcours, qu'est-ce qui va te décider à écrire ce livre au titre très, très original et à la fois énigmatique et très parlant, La chauve-souris? Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire ce livre? Dans un premier temps, très honnêtement, il y a 1 an et demi ou 2, j'avais répondu à une invitation sur un plateau sur les réseaux d'une amie, et qui est d'ailleurs une alchimiste de vie. Et lorsque je répondais aux questions, il y avait des auditeurs, des followers, je ne sais pas comment on dit ça, qui m'avaient dit « Mais Pascal, tu devrais écrire un livre. Tu devrais partager avec un plus grand nombre ce que tu as vécu et comment tu appréhendes les choses aujourd'hui. » Donc cette envie était déjà dans une poche arrière de mon jean
Et en décembre, non, alors en fin d'année 2021, je suis dans on va dire dans un accompagnement. J'avais acheté une formation accompagnement de 3 mois. D'accord. Et il nous était demandé de fixer des objectifs. À chaque objectif, il fallait adosser des actions. À chaque action, une échéance. Alors j'avais posé 3 objectifs en me disant, le premier serait ci, le deuxième serait ça. Donc les 2 premiers objectifs avaient été atteints. D'accord. Il me restait donc l'écriture de livres en 2021. Je me dis, mais Pascal, tu es sûre que tu vas réussir à faire ça? Et je me fixe, à l'occasion d'un échange avec des copines, un jour, une page. Et je remercie aujourd'hui Gabrielle, si elle me regarde, qui m'avait soufflé cet objectif. Et un jour, une page. Je m'y attelle. Chaque jour, je fais mon devoir. Et un jour, je me rends compte que je n'ai plus rien à raconter. D'accord. Voilà, et ce livre est écrit comme ça. Au dernier mot, à la dernière ponctuation, je m'arrête et je suis émue, je suis bouleversée. Et le lendemain, je me dis, est-ce que tu veux bien relire? Incapable de relire ce que j'ai écrit. C'est pas évident, effectivement, voilà. de relire, surtout un tel témoignage, en fait. Voilà. Et donc, je prends peut-être une semaine et je laisse ces écrits au chaud et je consens à revenir pour relire. Et puis voilà, en décembre 2021, le livre est auto-édité. D'accord. Et voilà, le premier, il est sorti. Je revois le moment où je reçois ce coup de fil, le 28 décembre 2021, Madame Dambou, vous pouvez venir récupérer vos ouvrages chez l'imprimeur. Alors justement, comment tu t'es sentie? Parce que c'est quand même un sentiment particulier. Oui. Est-ce que tu as eu ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur? Au début, non. Pourquoi je l'aurais? Puisque j'écris pour me soulager, j'écris de façon thérapeutique et je ne pense pas non plus que mon livre aura un accueil aussi favorable. Je l'imprime à quelques exemplaires, donc non, pas du tout. Et puis, quand je vois que je n'en ai plus, que certains m'en demandent et que je pense à une première réimpression, je me dis, oula. Et tu sais à quel moment je commence à ressentir ce fameux syndrome? Quand on m'appelle autrice. D'accord. Quand on m'appelle auteure, quand on m'appelle écrivaine, je dis alors là, par contre, je ne me sens pas concernée. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, je ne me sens pas concernée. Je suis certainement une autrice, puisque j'ai écrit quelque chose. Tout à fait, exact. Voilà, tout simplement. Et c'est OK. Aujourd'hui, je suis effectivement une autrice. Et donc, j'accueille ce mot. Et donc, le titre, c'est toi qui l'as choisi? Alors, ce fameux titre, La chauve-souris, naît d'un échange avec 2 amis. Nous discutons autour d'un titre original. Et donc, je propose des titres, les uns et les autres me donnent leur avis. Et au dernier titre proposé, Stéphane me dit « Ah non, Pascal, non, ça ne te ressemble pas du tout. » Et il lui vient « La chauve-souris ». Ça te ressemble plus. Et il y a de l'humour dedans, c'est un jeu de mots, etc. Donc moi, je dis « Yes !» Et je marque un temps. Et je lui dis, attends, la chauve-souris, la chauve-souris, laisse-moi le temps de chercher quand même. Quel est cet animal? Voilà, quel est cet animal, quelle énergie, à quel symbole ça renvoie, etc. Donc je fais mes petites recherches, renaissance, indépendance, communication, intuition, voyage, etc. Et là, tu te dis, mais c'est moi. Et je me dis, c'est moi. Et je me dis, c'est moi. Et quand je vois surtout qui évolue le soir, donc pour moi, je pense à qui n'a pas de problème à aller chercher ces zones d'ombre. D'accord. Et je me dis, oui, on y va. Et voilà comment ce titre est né. Et donc, quand cet ouvrage sort, comment ton entourage, alors avant d'accueillir cet ouvrage, quand tu as eu donc cette expérience, quand elle commence, quand tu découvres effectivement que tes cheveux non seulement disparaissent, mais pire, ne repoussent plus. Oui. Comment ton entourage, à la fois familial, amical, professionnel, va réagir? Alors, mon entourage voit mon évolution, ne sait pas toujours. Hein. Quand je passe par les foulards, quand je passe par les perruques, se dit qu'il doit y avoir quelque chose, mais ne sait pas qu'il y a une alopécie. En tout cas, ne sait pas qu'il y a une perte totale du cheveu et du poil. Mon entourage professionnel, je parle, mon entourage intime, oui, forcément, il le sait, est au courant, m'encourage d'ailleurs à ne rien porter sur la tête, mais ça n'est pas encore l'heure pour moi. Non, ça n'est pas encore l'heure pour moi. Surtout des amis, certaines amies en tout cas m'ont fortement conseillé
gentiment, bon, peut-être temps que tu laisses ça tomber, mais j'étais pas prête. Et donc, j'évoluais tantôt, voilà, comme ça. Mais quand je décide de ne plus rien porter, l'accueil, par contre, devient différent. Puisque là, je montre au monde qui je suis, je sors de chez moi à tête nue, et là, par contre, les choses sont différentes. Donc, les accueils sont mitigés. Les réactions sont tantôt violentes, de mon point de vue, tantôt... bon, beaucoup d'interrogations dans le regard. D'autres réactions sont déjà de grands metteurs en scène, ils font des films. Ils décident pour moi, voilà. Ils décident pour moi de ce que je pourrais avoir. Et donc, moi, je vis ça de façon très particulière parce que je m'étais sentie préparée à m'offrir au monde, mais je crois qu'on n'est jamais vraiment totalement préparé. C'est comme quand on prépare le départ de quelqu'un vers l'au-delà. Le jour où cette personne s'en va, c'est terrible. Oui, voilà. C'est un déchirement, tout à fait. C'est terrible. Donc, je vis chaque jour avec beaucoup de douleur à l'intérieur, accrochée au moindre signe positif, accrochée au moindre encouragement, et je m'écroule à chaque critique négative. Je pleure beaucoup, je souffre, je me sens seule, je me sens incomprise. À ce moment-là, je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Dans mes meilleurs moments de forme, j'y vais, et dans d'autres moins... Tu te replies sur toi, je me replie sur moi, je n'ai même pas envie d'aller faire des courses parce que je sais qu'il va falloir que je mette une perruque, etc. Et je n'ai plus envie de ça. Donc je reste chez moi et je reporte le moment où je devrais sortir jusqu'à ce que je sois dans l'appropriation de cette nouvelle image. Et comment, parce que je crois que tu es maman, oui. Comment ton enfant, c'est une fille je crois, oui, c'est ça. Comment a-t-elle réagi? Alors ma fille est née alors que je n'avais pas de cheveux déjà. Donc elle m'a connue sans cheveux. Donc sa mère avec des cheveux, elle n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs le père de ma fille non plus. Et donc ma fille par contre se faisait la guerrière qui accompagne sa maman lorsqu'elle fait des courses. Ton défenseur. Ah oui, c'est mon défenseur et qui répond aux personnes qui me font des réflexions désobligeantes. Donc à l'époque du collège, je viens la chercher tête nue, donc je suis plus inquiète pour elle qu'elle-même. Donc elle a eu peut-être quelques réflexions parfois, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc voilà, quand je discute avec elle, quand on a eu l'occasion de discuter de ça, elle n'en a pas véritablement souffert. C'est-à-dire que ce n'est pas un poids dans sa vie. Dans sa vie, voilà. C'est pas un poids dans sa vie. Ça a plus été le poids dans la mienne. D'accord. Voilà. Alors, dans un chapitre, tu indiques que tu as cherché ailleurs la guérison. Oui. Alors, on va préciser que tu as eu un parcours médical qui a quand même été assez lourd. Oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, je n'ai pas de réponse à ce niveau-là. Oui. Je vais peut-être regarder dans tout ce qui concerne ou la religion ou le magico-religieux. Alors, avec le poids de nos traditions, avec le poids du... si ça t'arrive, c'est que ni un monde qui fait en mal. Yo voyant biter en l'air, yo voyant bagaille en l'air. Comment toi, tu reçois ces conseils qui te disent « Ouais, mais tu devrais exploiter ou explorer cette piste-là » Alors, à ce moment-là, je suis dans une détresse profonde et je n'ai qu'un objectif, que mes cheveux repoussent. Donc, les solutions qui me sont proposées sur le moment, j'ai envie d'essayer. D'accord. Puisque je ne suis plus dans la compréhension de la disparition, je suis dans mes cheveux doivent repousser. Point. Point. Donc effectivement, les solutions qui me sont proposées, j'y vais. Je réponds à une invitation d'une amie qui, elle, va voir dans les parties les plus sombres, on va dire ça comme ça, va chercher elle-même des réponses à son malheur. Mais cette aventure ne dure pas longtemps, fort heureusement pour moi. Mais c'est vrai que je comprends ce moment où on se dit « j'ai pas de réponse, on m'en propose une, j'y vais, j'essaie ». Je comprends ce moment de détresse où on est complètement perdu, on se sent seul et on a envie que les choses aillent bien pour nous aussi. En tout cas, personnellement, je n'en ai pas forcément eu de lucidité particulière ou je n'ai pas été réfractaire à ce genre de piste parce que je n'avais qu'un objectif.
qu'il repousse. Qu'il repousse. Donc en fait, est-ce que par exemple la religion aussi a joué un rôle à ce moment-là? Est-ce que tu t'es accroché ou raccroché à Dieu? Absolument. Comment ça s'est passé? Alors je suis issue d'une éducation religieuse comme beaucoup d'entre nous. Mais bon, je grandis en faisant mes affaires. Bien sûr. Et je me dis, peut-être que si je fais un deal avec Dieu, peut-être que lui, il va pouvoir m'apporter, me ramener ma chevelure en tout cas. Et donc je lui dis, si tu me ramènes mes cheveux, moi je veux bien aller à la messe tous les samedis ou tous les dimanches. Donc je commence à aller à la messe, je fais même du chant choral, je me dis que oui, par contre j'y prends goût parce que j'aime chanter, donc du coup j'y prends beaucoup de goût. Mais si tu veux, ça dure et sans que je ne vois de résultats. Une once de résultats. Voilà. Donc je m'en inquiète un peu, je dis mais tu ne m'as pas répondu. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, tu ne m'as pas répondu. Donc du coup j'ai tiré un trait sur cela et j'ai choisi d'autres voies après. Mais en tout cas je n'étais plus dans le manque de sincérité dans la relation, je n'étais plus dans le deal après. Alors, à la page 23, j'aimerais bien que tu nous lises le passage qui se trouve. J'ai cherché ailleurs la guérison. Voilà, oui. Alors, je commence par le tout début. Oui, tu peux commencer par le tout début. Malgré les différents diagnostics des spécialistes de la peau, du poil et du cheveu, j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait là d'une blague de mauvais goût de l'univers. Je pensais qu'il s'était trompé et que mes cheveux allaient repousser une fois que j'aurais compris que mes cheveux faisaient partie intégrante du corps humain, qu'il méritait le respect. J'avais même pris l'engagement de ne plus jamais me couper les cheveux s'ils venaient à repousser. Mais après 1 an, puis 2, 3, 5, 7, 10, 20, mes espoirs semblaient vains, ma patience soumise à rude épreuve. J'estimais avoir épuisé toutes mes ressources dans le domaine. Attendre n'avait plus aucun sens. Je te remercie. Alors, quand tu traverses tout cela, donc les examens médicaux, tu as commencé en Martinique, puis tu es allé en France continuer d'autres examens. Oui, c'est ça. Qui, chacun, se révèlent infructueux. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit vers l'apaisement et quelle place occupe le développement personnel dans ton parcours? Voilà. Alors, l'apaisement, je le trouve quand je suis confrontée à l'amour. D'accord. Alors ça me bouscule parce que ça me renvoie à plein de choses. Je suis persuadée que je m'aime, je suis persuadée d'aimer les autres, mais dans mes expériences de vie avec les autres, je réalise qu'il y a un petit problème de ce côté-là. Et donc je cherche. Je me dis qu'il n'est pas possible que je puisse rester comme ça et je me fais accompagner et je rencontre une psychothérapeute qui me tient la main et qui m'accompagne et qui me parle de moi, qui me donne, qui me prête ses yeux et qui me dit, voilà comment je vous vois, qu'en pensez-vous? Alors je ne me reconnais pas, je me dis, je lui en veux d'ailleurs de me trouver belle, je lui en veux de me dire ce genre de choses. C'est pour ça que la dernière fois dans ta classe, j'ai eu une petite larme qui m'est montée, ça m'a fait penser à ça. Et elle me dit, si, je vous assure Pascal. Elle me tendait régulièrement un miroir pour que je me regarde. Mais cette image dans le miroir, évidemment, elle ne me plaisait pas du tout. Sans cils, sans sourcils, sans cheveux. Oui, parce qu'effectivement, il faut préciser que ça n'a pas été qu'une perte des cheveux, ça a été une perte de tout ce qui est du système pileux, en fait. C'est un dérèglement total du système pileux que j'ai eu. J'ai eu une pelade universelle. D'accord. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, elle m'apprend à me regarder. Elle m'apprend à me regarder avec mes propres yeux. Elle m'apprend à rentrer à l'intérieur. Elle m'apprend à faire sortir des choses qui sont là, que je ne partage pas. Et donc, elle me pousse dans mes plus profonds retranchements. Et donc en 2013 à peu près, un petit peu avant que je ne décide de porter la tête nue. Et c'est grâce à cet accompagnement-là que je décide en 2015 de faire ce choix, de m'assumer telle que je suis. Et donc, comment dire ça, le développement personnel, la place du développement personnel. Alors, j'aurais aimé trouver une autre expression pour parler de ça, mais c'est vrai qu'il a été le développement personnel. Un élément déclencheur ? Un élément déclencheur et capital. Et puisque ce développement personnel m'a permis de rentrer en moi et de faire
cette belle rencontre. La rencontre avec moi-même, et voilà qui je suis aujourd'hui, et non pas qui les autres pensent que je suis, non pas qui les autres voudraient que je suis. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la première partie donc, de cette conversation littéraire. Nous allons donc retrouver notre auteur Pascal Dambeau dans quelques minutes, après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Alors nous retrouvons notre auteur, Pascal Dambeau, pour son livre « La chauve-souris ». Nous étions en train de parler donc de l'importance du développement personnel dans sa trajectoire jusqu'à l'acceptation de sa nouvelle image. Alors Pascal, tu disais effectivement que le développement personnel a été cet élément déclencheur qui t'a permis d'accepter ta nouvelle apparence. Tout à fait parce que je tiens à faire un clin d'œil à nos professionnels. Il y a des professionnels dans nos îles qui sont d'une qualité exceptionnelle, remarquable. Et je crois que développement personnel, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, il y a des personnes qui choisissent dans leur métier d'accompagner les personnes qui ont besoin d'un éclairage, d'une main, d'une épaule ou d'une écoute, juste une oreille. À ce moment-là, je crois que faire appel à une professionnelle à ce moment-là, je crois que c'est l'une des plus belles choses qui m'ait été donnée de faire. Parce que cette personne a été de professionnalisme tout simplement, pour me faire avancer et sortir. Pour t'accompagner. Oui, pour m'accompagner et sortir de là où j'étais. Alors, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'à la fin de l'ouvrage, tu tiens à remercier certaines personnes. J'ai trouvé ça très intéressant parce que très souvent, quand on va mieux, on oublie d'être dans la gratitude, on oublie d'être dans la reconnaissance. Apparemment, pour toi, c'est très important, la gratitude. C'est très, très, très important de l'être. Alors, c'est devenu assez naturel d'être en gratitude par rapport à toutes mes croyances, en tout cas. Mais c'était important, effectivement, de les remercier parce que, quelles qu'elles aient été, que je continue avec elles ou pas en tout cas, à un moment de ma vie, elles ont été importantes. Elles ont été importantes et je ne saurais les oublier parce que cette guérison, je la dois aussi à elles. Cette exploration que j'ai choisi de faire, mais aussi grâce à ce coup de pouce, parfois coup de pied, parfois main tendue. Secoué. Voilà, secoué, voilà. Et c'est aussi grâce à elle, donc c'est important pour moi de le faire. Donc, est-ce que tu encouragerais les personnes qui se trouvent à des chemins parfois un peu inextricables? Est-ce que toi, tu serais de celles qui encouragerait à se faire accompagner? Ou est-ce que tu crois qu'il suffit de chercher les forces en soi et puis ça va aller? Alors, ça dépend. Alors voilà, ça dépend. Je crois que il est important de se poser au moins la question, de savoir ce que l'on veut, si on se sent prêt, parce qu'il faut être prêt. Parce que passer à l'action, appeler un professionnel, prendre rendez-vous, honorer le rendez-vous, voilà, c'est vraiment particulier. Mais justement, toi, comment tu es arrivé à te dire, ça y est, je franchis cette étape? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, bon, la médecine, ok, le monde parallèle, entre guillemets, ok. Est-ce que c'est presque de désespoir de cause que tu t'es dit, je tente cet aspect-là ou... Non, alors pas en désespoir de cause, je me dis qu'il est important que quelque chose se passe. D'accord. Je ne savais pas quoi. Mais il est important, c'est une phrase qui revenait souvent, il est important que quelque chose se passe. Je ne pouvais plus être dans mon intimité sans accessoire sur la tête et puis une fois sortie de chez moi avec un accessoire sur la tête. J'en avais ras-le-bol. Dr. Jekyll and Mr. Voilà, Hyde. exactement. J'en avais ras-le-bol de ces allers-retours émotionnels et j'avais simplement besoin d'être en vérité. En vérité pour moi, en vérité envers les autres. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était important, mais j'en avais assez. J'avais besoin de ressentir un petit peu plus de sérénité, d'apaisement. Et à ce moment-là, je me dis, bon, allez, il y a des personnes qui peuvent le faire très bien, j'y vais. D'accord. Voilà. Alors justement, le port de perruque, de marée-tête, est-ce que ça a été des transitions nécessaires ou alors est-ce que c'était une peur du regard d'autrui? Alors est-ce que tu pourrais lire à la page 30, à partir de une fois le rendez-vous terminé? Je crois que c'est le moment où tu vois
cette personne qui va confectionner, je crois, Oui. une perruque, c'est cela? Est-ce que tu peux nous lire ce passage? D'accord. Alors, une fois le rendez-vous terminé, il ne me restait plus qu'à attendre le retour de confection du centre agréé de l'Hexagone. Je me souviens que pour la pause, je devais respecter un protocole, me rendre à l'étage et m'installer dans une cabine dédiée, me défaire de mon foulard et rester au calme en attendant que mon diadème me soit posé, tout neuf, ajusté, unique. Le moment était solennel et c'est chaque fois que je changeais de couronne. Alors, j'ai aimé les termes que tu as employés parce qu'ils sont très valorisants. Ils appartiennent, alors là, ma casquette de littéraire au champ lexical, donc de la royauté. Oui. Ces mots-là te sont venus comme ça ou c'est véritablement comme ça que toi, tu perçois les choses? Alors, au moment où j'écris, c'est comme ça que je perçois les choses. Par contre, au moment où ça se passe, ça n'était pas du tout le cas. Voilà. J'écris a posteriori, je parle d'une situation qui est passée et peut-être que secrètement je le pensais déjà, mais quand j'écris en 2021, je me dis mais finalement c'était une couronne et figure-toi Laure que quand j'écris ces mots, je me dis ah bon, c'est comme ça que tu vis ça maintenant et ça m'interpelle de me surprendre en train d'écrire ces mots et d'employer ce champ lexical quand je parle de perruque. Et donc je me dis que là encore, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Absolument. Et qu'une bascule est en train de s'opérer. Donc tout au long du livre, je vis ces moments d'émotion où je me surprends à écrire des choses qui tu vois, qui me... Alors ça ne me bouscule pas, mais ça m'interpelle de voir comment je fais un petit chemin, quelques petits pas vers cette fameuse guérison. Parce qu'en fait, c'est ce qui me plaît aussi dans ce livre. Certes, c'est un témoignage a posteriori. C'est au moment où tu as évolué, où tu as, entre guillemets, grandi par rapport à tout cela. Mais je me dis que ce n'est pas du tout un livre de souffrance, ce n'est pas du tout un livre de désespoir. On y trouve cette façon légère, cet humour. Et est-ce que c'est une façon aussi, est-ce que c'est un message que tu envoies à celles et ceux qui te liront ou qui t'ont déjà lu? Est-ce que tu veux leur dire que finalement les événements douloureux dans une vie ne nous définissent pas mais sont une étape? Est-ce que c'est ce message que tu veux transmettre? En tout cas, c'est le message c'est l'expérience que j'ai vécue. Donc c'est vrai que aujourd'hui, j'estime que l'expérience inconfortable est ce petit tremplin, est cette alerte qui nous permet de dire qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive derrière. Par contre, il y a une condition. La condition que l'on accepte, que l'on accueille et qu'on comprenne que ce passage, alors il peut durer des années, il a quand même duré 25 ans, on va dire ça, ce passage peut être douloureux. Voilà. Parce que dans l'expérience, ouais, mais c'est difficile, hein. Quand on parle dans nos discussions, j'aurais fait ça, mais c'est difficile, hein. En fait, la difficulté souvent nous empêche. C'est vrai. La difficulté nous empêche alors que, pour donner un exemple, j'étais en train de marcher lors d'une opération que la Ligue contre le cancer avait organisée par rapport à Octobre Rose. Et je n'aime pas du tout courir, alors je te prie de me croire, je n'aime pas du tout courir, mais dans des temps anciens, j'ai fait du sport. Et donc, je me suis au point en train de courir. Je me dis, mais oula, mon corps va me gratter, ça ne va pas aller, etc. Et donc, j'ai toujours refusé de courir depuis quelques années parce que je m'étais dit, mais c'est difficile et puis c'est chiant parce que mon corps me gratte, ça me fait mal à ceci, à cela. Et je me suis au point en train d'envoyer une information à mon cerveau et je lui dis non. Alors, oui, ça te gratte. Oui, ça te fait mal, mais ça ne t'empêche pas d'avancer. Donc, tu continues. Et tu sais que j'ai fait 3 tours, finalement. Donc, tout ça pour dire que parfois, la difficulté nous empêche. Et le message, c'est le suivant. Oui, dans l'expérience que j'ai vécue, j'aurais pu, justement, avoir donné comme couleur au livre cette façon de se plaindre. Voilà, de dire, oh mon Dieu, c'était douloureux, qu'est-ce que j'ai pu souffrir, qu'est-ce que c'était horrible. Exactement. Soit ça l'a été, je ne vais pas dire que ça ne l'a pas été, seulement ce que je préfère offrir, c'est comment aujourd'hui je me sens, sans vouloir donner de leçons, mais dire ce qui a fonctionné et inviter l'autre à se questionner
sur ce qui fonctionne chez lui et ce avec quoi il est OK. Tout à fait. C'est surtout ça, sans vouloir imposer un choix ou un autre. L'idée, c'est de faire un choix, en tout cas. Je suis une femme de choix. Absolument. Voilà. Faire un choix, assumer son choix et être à l'aise avec le choix que l'on fait. Alors oui, les choix ne sont pas toujours faciles et évidents. Certains choix sont douloureux. Ça a un coût psychologique, ça a un coût émotionnel. Voilà. En tout cas, dans ma vie, tous les choix coûteux, comment dire, psychologiquement, ont porté des fruits impressionnants. Donc je sais que ça fonctionne chez moi. Mais pour que je sache que ça fonctionne chez moi, il faut que j'essaie. Et c'est ça que je veux dire. Essayez quelque chose pour vous. Vous avez une vie qui vous appartient, c'est votre vie. Essayez des choses pour vous. Pourquoi je devrais essayer des choses pour les autres? Tout à fait. Donc j'invite effectivement à cette... J'interpelle dessus en fait. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui peut fonctionner? Parce que je peux donner des recettes, hein, mais ça peut ne pas fonctionner. Absolument, parce qu'on est unique. Donc, voilà. Alors, comment vit-on ce que l'on appelle la féminité? Alors, la société a défini qu'une femme, c'est 2 points. Des cheveux, comme je disais dans l'introduction, longs et lisses, un corps d'une certaine manière. Bon, mais pour revenir aux cheveux, régulièrement, même s'ils sont courts, la société a défini qu'une femme est femme quand elle a des cheveux. Alors, quand tu étais dans tout ce parcours, quand ce choc, parce que moi j'ai appelé ça ce choc, quand ce choc t'arrive, comment tu parviens à définir ta féminité? Est-ce que tu te sens encore féminine? Alors, je crois que je me sens encore plus féminine, je crois aujourd'hui, mais surtout parce que je n'ai jamais pensé que les cheveux définissaient ma féminité. C'est vrai que quand je n'ai plus de cheveux, l'image que je me renvoie me choque, oui. L'image que les autres me renvoient, en tout cas les messages que les autres veulent me faire passer, c'est que non, tu n'as pas de cheveux, donc tu n'es pas une femme. Comme tu viens de le dire, c'est un critère en plus de beauté, donc je me dis, mais si je ne suis pas une femme à vos yeux, je suis quoi? Donc je cherche, je fais le point. Et aujourd'hui, je suis persuadée que la féminité se retrouve chez les hommes aussi. Exact. Voilà. Donc en chacun de nous, il y a une part de féminité, une part de masculinité. Et je crois qu'autant de femmes, autant de définitions de la féminité. Exact. Si bien que ce ne sont pas des questions que je me pose. Tu comprends? Je cherche simplement à être bien avec qui je suis. Je n'ai pas envie, pour le reste du forfait de vie que j'ai, je n'ai pas envie de m'embarrasser avec ces questions-là, parce qu'elles ne sont pas essentielles pour moi. Je consens qu'elles le soient pour d'autres, mais pour moi, elles ne sont pas essentielles. J'ai juste besoin de bien réaliser que j'ai une vie, que je dois l'honorer, que je dois faire du mieux que je peux pour pouvoir la vivre, partager, échanger, donner, recevoir de façon équilibrée. Exact. Alors, comment tu as géré le regard des autres? Alors, à un certain moment, dans le livre, notamment à la page 51, tu vas parler donc du regard des enfants, celui des adolescents et celui des adultes. Oui. Comment, quand notre apparence change, comment fait-on pour gérer cela? Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir très très à l'aise dans sa vie, avec ses propres choix, mais on est des êtres sociaux. Je veux dire, on ne reste pas enfermé chez soi, on est obligé au bout d'un moment d'ouvrir sa porte et de sortir. Comment toi, tu as géré ce regard? Au départ, c'était très violent. Le regard que je scrutais dans la rue, j'avais vraiment les yeux dans les yeux des gens, en tentant de détecter quelconque assentiment, quelconque encouragement. Et quand je le recevais, cet encouragement, mon cœur était, tu vois, rempli d'une belle émotion. Et puis, à contrario, quand je recevais de la désapprobation, c'était la fin de mon monde et c'était le désespoir. Alors, quand j'ai appris, après quelques longues années, que ça voulait dire simplement que j'étais maintenue en esclavage par rapport à ce retour qui m'était fait des gens. Donc, que ce soit positif ou que ce soit négatif, que ces personnes avaient en main la télécommande de mes émotions, la télécommande de ma vie. Donc, il a fallu pour moi faire un choix, le choix de récupérer ma télécommande et de pouvoir, et de n'autoriser personne à la récupérer. Absolument. À baisser le son, à changer d'humeur, etc. Bon, aujourd'hui,
Voilà, donc j'ai simplement appris à accueillir par contre les émotions. Alors oui, tu renvoies, ça ne te plaît pas, donc tu me le signifies par une moue ou quoi que ce soit. Tu me renvoies un sourire ou même les gens vont à exprimer hein, ce qu'ils ressentent. Tout à fait. Ok, c'est ok, j'accueille. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, hein, les compliments, forcément, ça fait toujours plaisir. Par contre, ce ne sont pas les compliments qui... comment tu te dis ça? Ce sont l'essence même de ta vie. Quoi. Voilà, l'essence même. Alors, ça me conforte dans le choix d'aujourd'hui. Surtout, ça me conforte dans le choix que je fais de partager et d'inspirer sur ces sujets-là. Donc, le regard des autres, même si au départ c'était quelque chose de souffrant, finalement, ce fameux regard des autres m'a permis d'avoir ce regard sur moi. Mon regard sur moi, aujourd'hui, il est de telle façon. Donc, merci à ces personnes qui m'ont renvoyé tout ce qu'elles m'ont renvoyé parce que ça m'a permis de faire le point, moi, avec moi-même. Alors, dans cette page, donc la page 51, à un moment, tu parles de l'attitude des adolescents, des enfants, certes, mais tu arrives, et j'aimerais bien surtout que tu nous lises l'attitude des adultes, Oui. parce que s'il est vrai que tu arrives à comprendre qu'un enfant, c'est spontané, quand il rencontre quelque chose, une chose à laquelle il n'est pas habitué, forcément, c'est même intelligent de sa part de faire une remarque et de poser des questions. Les adolescents, tu comprends que c'est ce que l'on appelle traditionnellement l'âge bête, ils ont juste besoin d'être accompagnés. Oui. Mais par contre, ce qui va t'interpeller, c'est le regard des adultes. Est-ce que tu peux nous lire cela, s'il te plaît? Quant aux adultes, leur regard se perdait dans le mien, me sondant pour savoir ce qui m'était arrivé. L'air de ne proposer qu'un choix binaire qui pouvait aisément se lire sur l'expression de leur visage. Non mais elle est sérieuse, elle s'est rasé la tête. Pff. Ou alors, elle a un cancer, la pauvre. Très bien. Alors justement, pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, comment se défaire de cela? Parce que c'est vrai qu'on peut comprendre les enfants. On se dit, bon, ils vont grandir, ils vont comprendre. Voilà. Les adolescents, comme on dit généralement, c'est l'âge bête. Pareil, ils vont évoluer. Mais pour les personnes qui sont déjà matures, comment aider ces personnes à comprendre que l'altérité, l'autre, a juste besoin d'être respecté? Moi, je crois simplement que c'est dans le partage. C'est dans le genre d'émission comme celle-ci. C'est dans la lecture, c'est dans la culture, c'est dans l'éducation que nous devons partager, parler de plus en plus alors de maladies, que certaines maladies ne soient plus tabous en tout cas. Et puis c'est dans la communication sur le sujet, parce qu'effectivement, cette personne qui ne sait pas ou qui se sent autorisée à exprimer sa désapprobation quant à mon look, ton apparence. Voilà, mon apparence, eh bien peut-être que si cette personne sait que c'est mon parcours, ou peut-être que cette personne sait que dans l'éducation qu'on aurait pu lui donner, qu'elle peut elle-même se retrouver à n'importe quel moment dans cette situation, ou quand elle sait que est-ce que c'est vraiment de l'amour que de se moquer de telle ou telle personne qui vit telle ou telle chose. Enfin, tu vois, il y aurait de multiples façons. Mais la seule condition, c'est que cet adulte puisse être réceptif, qu'il puisse comprendre et qu'il puisse être d'accord pour échanger sur le sujet. Tout à fait. Qu'il puisse se cultiver, se documenter, que sa curiosité soit plus affinée. Mais son humanisme. Mais son humanisme, alors il y va de sa responsabilité. Exact, exact. Alors en fait, moi ce que j'ai aussi aimé dans ton livre, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Hein. Alors tu vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un livre des lamentations, c'est tout sauf ça. Alors moi j'ai aimé le passage aux pages 33-34 à partir de « en effet » jusqu'à « trop longtemps ». Oui. Alors en fait, tu te trouves, je crois, dans un parc, le parc A, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux nous lire ce passage-là, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, en effet, maman est porteuse de perruques. À la fois, je devais non seulement veiller à maintenir notre fille en sécurité, mais aussi m'accrocher à la barre dédiée. Je devais également faire attention à mes cheveux amovibles. L'horreur. Le père de ma fille, lui, n'avait que ses 2 bras à gérer, l'un pour protéger notre fille et l'autre pour se cramponner, parce que je suis quand même comme ça. Exactement. Tout à fait. D'accord. Alors, oui, vas-y. Ma plus grande crainte
était que je ne perde ma dignité si d'aventure ma coiffe venait à prendre son envol sans ma permission vers une destination inconnue. Vous n'imaginez pas ce sentiment de solitude qui m'avait envahi à ce moment. Aucune colle pour peau n'aurait pu résister à la puissance du vent venu des montagnes russes si la balade avait duré trop longtemps. Alors, effectivement, dans ce livre, on sourit beaucoup. Alors, en quoi l'humour t'a-t-il aidé? Eh bien, je crois que j'avais envie de dédramatiser. Tu sais, quand tu vis les choses a posteriori et que tu regardes avec un miroir ce qui s'est passé, finalement, c'est drôle. C'est vrai. Alors, sur le moment, bon non, c'était pas drôle du tout. Hein. J'avais vraiment peur que la perruque ne s'en aille. Que ce soit comme dans certains films Mais ou dans voilà, certaines vidéos, exactement. D'ailleurs, je n'ai jamais ri quand je voyais les personnes qui perdaient leur perruque ou moumoute. Voilà. Mais c'est le côté drôle de la chose. Je me dis, Pascal, tu te rends compte? Et jusqu'à aujourd'hui, je lance parfois dans certaines discussions des expressions qui sont en relation avec les cheveux. Et c'est justement, je pense qu'en le faisant, je me dis, mais tiens, à partir du moment où tu commences à rire de quelque chose… Absolument, c'est que tu l'acceptes. Tu l'acceptes et que tu guéris. Exact. Donc l'humour, pour moi, est synonyme de guérison. Très bien. Alors, l'acceptation du mot chauve, tu l'as vécu comme une fatalité ou comme un engagement conscient de ta nouvelle apparence? Alors, ça a été plutôt l'engagement conscient, même si la façon dont le mot a été utilisé, comme il a résonné en moi, était pour moi d'une violence extrême. Je sais bien que, alors le mot chauve, il arrive en fin d'année 2021 dans ma vie. Donc c'est très récent. C'est très récent. Parce que toutes les autres années, auparavant, j'ai dit, j'ai perdu mes cheveux ne repoussent pas, ou voilà, d'autres expressions. Je ne me suis jamais qualifiée de femme chauve. D'ailleurs, celle qui émettait l'idée que je pouvais être chauve, je ne me sentais pas concernée. Et ce jour où cette coach me dit, mais Pascal, vous êtes une femme chauve, et elle continue sa phrase, je fais moi un arrêt sur image. Je me dis, mais elle n'est pas sérieuse, elle ne parle pas de moi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est le lendemain que je me dis, mais Pascal, mais tu es vraiment chauve. Hein? Tu es une femme chauve. Et ce déclic-là, il y a vraiment un déclic qui s'est opéré à ce moment-là. Je me suis dit que Pascal, une femme chauve, c'est quoi? Une femme qui n'a pas de cheveux. Tout à fait. Voilà. Donc je crois que j'avais complètement connoté la calvitie. J'y avais mis plein de choses. Douloureuses. Et voilà. Et du coup, à ce moment-là, je me réconcilie. Je comprends qu'il y a une réconciliation annoncée. Et c'est un moment où le temps s'arrête, où je me dis, voilà, ok, je suis une femme chauve et j'en parle, je parle de moi en tant que femme chauve et je crée un compte Instagram, Classy et chauve. Voilà. Alors justement, ce livre, est-ce que c'est ta thérapie? Est-ce que c'est une thérapie? Et quelles sont les leçons en tant que personne, en tant qu'humaine, que tu as apprises à travers cette expérience? Et dernière question, enfin, en quoi le terme résilience te dérange? Parce qu'on a discuté et tu disais que c'est un mot avec lequel tu vibres pas à ce mot en tout cas. Alors, oui, je pense que je l'ai tellement entendu. Il est tellement galvaudé. Il est galvaudé, selon moi, il est galvaudé. Et je ne me qualifie pas spécialement de résiliente, mais c'est parce que c'est pas comme ça que je le vis. Peut-être que c'est le mot dans la langue française qui correspond à ça. Mais je crois que de la même manière que j'ai choisi de ne pas me mettre d'étiquette, ok, je suis une femme chauve, c'est une réalité. Tu vois, j'ai pas de cheveux. C'est une réalité objective. C'est une réalité objective. Quand on te décrit. Voilà. Bon. Après, est-ce que je dois. Mon identité doit s'enfermer dans un mot? Tout à fait. Non. Je crois que non. En tout cas, je ne m'autorise pas à l'enfermer dans qui que ce soit. Alors, certaines personnes peuvent parler de moi comme d'une femme résiliente. Si ça leur fait plaisir, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément un mot qui va sortir de ma bouche. D'accord. Tu vois? Et par contre, je vais parler de moi d'une autre façon. Je sais que je suis courageuse. Oui. Et en tout cas, cette expérience m'a appris le courage. Cette expérience m'a appris la patience. Tu vois, ce sont des qualificatifs qui font partie de mon identité, de ma personnalité. Après, résiliente, bon, je crois qu'on a tous et toutes été
résilients, résilients. À un certain moment Vu de notre vie. Bien sûr. On a tous été résilients. Sinon, on ne serait pas là. Voilà. Donc, s'il fallait choisir un mot pour me qualifier, ce ne serait pas ce mot-là. Bon, voilà, il faudrait choisir, je crois qu'il y aurait plein de mots, mais non, le mot résiliente ne résonne pas spécialement en toi. En moi, non. Donc, à un certain moment de ton livre, tu parles de déconstruction. J'ai beaucoup apprécié ce passage. Oui. Alors, qu'est-ce que toi, tu as dû déconstruire au fil du temps? Alors, j'ai dû déconstruire une partie de mon éducation. J'ai dû déconstruire des pensées limitantes que j'avais accepté de faire rentrer dans ma vie, parce que je suis jeune à ce moment-là, que je reçois une éducation, pas seulement des parents, il y a plusieurs, enfin l'éducation se fait un petit peu partout. Et donc, sois forte, sois parfaite, sois ceci, sois cela, on ne fait pas ci, une femme ça a des cheveux de telle manière de préférence. Bien sûr. Une femme ça doit s'habiller comme ça, une femme ne doit pas dire ça. Une femme, c'est courageux, mais une femme, ok, ça pleure. Une femme, c'est un potomitan. Alors, par contre, là, tu vois, c'est voilà encore une expression avec laquelle j'ai un peu de mal. Moi aussi. Des potomitans, bon, à la limite, j'ai pas de sujet dessus, parce que je ne serais certainement pas la mieux qualifiée pour en parler. Je crois que ça ne résonne vraiment pas en moi, parce que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Je n'ai pas besoin de prouver. Je te partageais cela avec les élèves. Je n'ai pas besoin de faire la différence. Mais d'être la différence. Et on est 8 milliards, près de 8 milliards, nous sommes différents. Donc, pourquoi aurions-nous à prouver que nous sommes ci, que nous sommes ça, que ceci, que cela? Soyons, et c'est déjà pas mal d'être. Je crois que c'est pas si facile que ça d'être. C'est clair, c'est un sacré boulot. Hein. Voilà. Donc, la déconstruction, elle a été autour de cela, réaliser que... Et puis, c'est pas facile, c'est vrai. Quand tu persuades que c'est la vérité, il faut du courage pour déconstruire. Ah, beaucoup. Quelque chose que certains ont mis toute leur âme à construire autour de toi. Dans l'éducation, à l'école, dans les films. Exactement. Tout à fait. Donc, prendre la responsabilité de cette déconstruction, c'est s'exposer à des réticences, des critiques, des remarques, du rejet, tu vois, des comportements et des émotions de toutes sortes. Absolument. Mais c'est une responsabilité, parce qu'à ce moment-là, j'ai le sentiment de vouloir me sauver, j'ai le sentiment de vouloir exister pour qui je suis. Donc cette déconstruction, je prends mon bâton de pèlerin et je décide de déconstruire quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Voilà. D'accord. Alors Pascal, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, de cette conversation donc littéraire, mais nous allons te retrouver donc tout à l'heure pour la conclusion, parce que, comme d'habitude, il me reste encore des questions, mais on fera peut-être... Mais il y a quand même deux questions qui, pour moi, sont importantes. Bon, on va te retrouver tout à l'heure dans la conclusion pour pouvoir en parler. Donc, chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver maintenant pour les différentes rubriques que vous connaissez maintenant. À tout à l'heure. Alors, retrouvons les rubriques auxquelles vous êtes habitués. Nous commençons par quelques lectures à vous conseiller. Aux éditions Une voix, une histoire, que vous commencez à connaître largement maintenant. Alors, tout d'abord, une information pour vous dire que les éditions Une voix, une histoire participent au Salon du livre jeunesse afro-caribéen du 25 au 27 novembre à Paris. Alors, deux nouveautés pour les enfants. Conte à Timoun Lakou de Marie Louison, lu par Marie Louison, paru en version papier aux éditions Nègre Marron, mais là c'est les éditions Une voix, une histoire qui ont mis en voix donc ces différents contes. Il était une fois où Tétini on joue. Voilà les mots qui annoncent le début d'une histoire et laissent libre cours à l'imaginaire de l'enfant. Conte à Timoun Lakou, c'est la rencontre merveilleuse avec l'univers du conte. Cet ouvrage relate l'histoire extraordinaire de 4 personnages qui font partie de notre quotidien. Manzébrélé, Léon, Chouquette et Ticha. Un deuxième ouvrage maintenant, Les Contes du Flamboyant
de Quincy Gann, lu par Quincy Gann. Les contes du flamboyant sont des contes avec des effets sonores. Yé-cri, yé-crac. Bienvenue dans les contes du flamboyant, des contes terrifiants pour des enfants turbulents. C'est ainsi que Quincy Gann débute chacun de ses contes. Une voix, une histoire vous propose de plonger dans l'univers de cet auteur qui pose également sa voix pour ravir les plus grands. Aux éditions Negmaron maintenant. Damas, le scintillement des larmes de Catherine Lepelletier. Le poète de la négritude, Léon Gontran Damas, revit sous la plume de Catherine Lepelletier. Personnage central, Mamoun est à l'orée de sa vie. Elle nous entraîne dans une promenade où le lecteur assiste aux rencontres. Aux éditions Jazor maintenant. Ma savane natale de Ernest Moutoussamy. Paul est un enfant de la savane guadeloupéenne. De sa mère métissée, il tire la force, au fil de rencontres exceptionnelles, de devenir un être de tous les sangs, de toutes les religions et de toutes les espérances, mu par le désir de vivre en communion joyeuse avec les peuples et les éléments. Et enfin, pour terminer, aux éditions Caraïbes Éditions, Rosalie Soleil de Raphaël Confiant. Moins connue que Lumina Sophie, qui fut la principale héroïne de l'insurrection du Sud de la Martinique, Rosalie Soleil en a été l'une des figures emblématiques. Dans cette pièce, Raphaël Confiant nous la présente à différentes époques. C'est qu'au-delà de la mythification du personnage, il importe de diversifier les points de vue. On verra tout d'abord l'héroïne qui combat avec les insurgés en 1870, celle qui participe aux festivités du tricentenaire en 1935, du rattachement de la Martinique à la France, celle qui tente de survivre pendant l'époque dite de l'amiral Robert, et enfin celle de l'arrivée du nouveau millénaire. Nous avons terminé donc avec cette rubrique « Quelques lectures à vous conseiller ». Passons maintenant à la minute de la lectrice et du lecteur. Aujourd'hui, c'est la chroniqueuse Joëlle Badralou qui vous parlera d'un livre coup de cœur. Bonsoir. Parmi mes dernières lectures coup de cœur, j'ai envie de vous présenter le dernier ouvrage de l'auteur haïtien et académicien Dany Laferrière, Dans la splendeur de la nuit, un ouvrage édité dans la collection dirigée par Alem Abankou aux éditions du Point. Il s'agit du dernier roman dessiné, c'est son 5e. Cette fois, il raconte les origines de son inspiration poétique. Dany Laferrière raconte son enfance, le lien tissé avec la nuit. On est comme plongé dans le journal intime d'un jeune poète qui se révèle à nous sans phare. J'ai trouvé très émouvant en fait d'avoir accès à ses dessins originaux. J'ai apprécié son jeu de couleurs. Port-au-Prince nous est narré de façon très singulière. Voilà un ouvrage de plus, j'ai envie de dire, qui me donne envie de découvrir un jour Haïti. Je rappelle que pour celles et ceux qui voudraient nous faire part d'un livre qu'ils ont aimé, vous pouvez envoyer donc votre vidéo ou tout simplement votre audio accompagné d'une photo à l'adresse mail suivante émissionpréface@gmail.com. Maintenant, passons à la rubrique Plaisir de lire. Nous écouterons Chadé qui vous lit un texte de sa création. J'ai peur d'oublier mes mots ce soir. J'ai peur d'oublier et de me décevoir. Parler, voyez-vous, j'ai commencé il y a peu. Avant, je répétais, je mimais et j'inventais un peu. C'était fait sans malice et sans conscience. J'étais étourdi d'acceptation et de bien-pensance. Mais la parole, voyez-vous, est inéluctable.
Elle est vivante, elle est forte, mais aussi effroyable. La parole dont je parle, ce sont vos pensées, vos sentiments, vos doutes et secrets cachés. Dire sans croire, ce n'est que bavarder. Dire avec peur, ce n'est pas s'exprimer. Dire avec honte, ce n'est même pas parler. Et la peur, la honte et l'ignorance, j'en étais remplie. Tout débordait quand la parole me manquait. Alors un jour, à 26 ans, j'ai sorti mon premier mot. Le deuxième, le troisième, a jailli tout en flot. Et tout autour de moi s'est métamorphosé. Le temps, les lieux, les gens, rien n'était idem, quand le flot devenu tsunami a détruit mon système. Mais j'étais libre. En parlant pour la première fois, je devins libre pour la première fois. Alors aujourd'hui, j'avoue, je tâtonne encore un peu. Je cherche mes mots et j'aimerais pouvoir faire mieux. Avant, le chemin était tout fait et tout tracé. Vivre la vie d'un autre, c'est d'une telle facilité. Mais ma voix, mon timbre et mon ton ont une certaine saveur. La saveur de ce qui m'appartient et ne sera plus jamais les leurs. Je pense tous les jours à hier pour ne jamais oublier. Je n'ai pas perdu mes mots, je vous parle et je suis shadée. Maintenant, nous passons donc à la rubrique Conseils en écriture by Corinne Dossa. Retrouvons la capsule numéro 18 dans laquelle votre autrice et coach préférée vous livre de nouveaux conseils pour continuer à écrire le livre que vous avez certainement dû commencer enfin à écrire. Bonjour à tous, Corinne Dossa, bienvenue sur les capsules d'écriture. La semaine dernière, nous avons parlé du show dont elle montrer et ne pas dire. Eh bien, nous allons poursuivre dans cette veine comment rendre votre roman passionnant, incisif, comment agripper votre lecteur. Et l'un des moyens de le faire, ce sont les dialogues. J'adore les dialogues lorsque je lis des romans. Les dialogues, quoi de plus efficace pour donner de la vie à une scène, pour caractériser les personnages et pour mettre de la lumière dans les relations. Si les dialogues sont des passages incontournables quand on écrit un roman, il faut prendre garde cependant à éviter quelques erreurs courantes. Car un dialogue maladroit ou qui sonne faux peut vite faire perdre toute crédibilité à votre récit. Voici donc quelques conseils de ma part pour réussir vos dialogues. D'abord, il faut comprendre les objectifs du dialogue. Un dialogue peut avoir plusieurs fonctions. Un dialogue peut être là pour donner de nouvelles informations au lecteur, pour animer, pour dynamiser le récit, pour caractériser un personnage, pour mettre en relief les tensions ou la nature entre les différents personnages. Un dialogue peut être là aussi pour épurer le dialogue. Un dialogue de roman n'est pas l'exact reflet de la réalité. Nos échanges verbaux sont remplis de conventions sociales. Bonjour, comment tu vas? Et ta maman, et ta sœur, et ta fille? On ne va pas mettre ça dans le livre, sinon ça va vite le rendre lourd. Dans un roman, il faut éviter, sous peine de saturer le texte de banalité inutile. Il vaut mieux se concentrer sur des répliques bien choisies qui ont un intérêt dans le texte, que ce soit pour donner une information au lecteur ou alors pour l'amuser. J'adore ça, moi, lorsque j'écris et que la tension est à son maximum, d'insérer un dialogue pour divertir mon lecteur. Un dialogue peut aussi être là pour donner des informations capitales, mais prenez garde à ne pas faire parler vos personnages de façon artificielle sous prétexte d'expliquer le contexte au lecteur. Si votre héros, Jeanne, dit à Pierre: Zoé, notre fille de 12 ans qui part en colonie cet été, voudrait un nouveau sac à dos. Franchement, ce n'est pas crédible. On se doute bien que la maman et le papa savent le programme des vacances. Pourquoi est-ce que l'autre apporterait ce genre de précision? Il faut toujours se mettre dans la peau du personnage qui parle et des interlocuteurs pour prendre en compte ce qu'ils savent et ce qu'ils ressentent. Créer
un dialogue incarné lorsque vous écrivez. Un dialogue qui sonne juste, ce sont des personnages qui possèdent une voix qui leur est propre, une manière unique de parler. Je pourrais dire, par exemple, qu'il peut y en avoir un des personnages qui a un langage châtié et l'autre qui a un langage grossier. Bien sûr, je prends des extrêmes, mais vous comprenez le principe. Quand vous écrivez un dialogue, votre lecteur, en lisant la réplique, doit savoir qui parle immédiatement parce que vous aurez donné une personnalité propre à chaque personnage. Pour faire, on peut jouer, par exemple, sur les niveaux de langage, sur les tics de langage, sur les expressions, sur les arguments qui viennent et reviennent. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les incises. Les incises, c'est quand on dit, par exemple, dit-il, croit-il, exactement. Dans l'idéal, on ne devrait pas avoir besoin d'en mettre dans les dialogues si chaque personnage a sa manière propre de parler. Mais en pratique, c'est assez difficile. Je vous dirais simplement, essayez de varier, essayez de ne pas toujours mettre les mêmes. Et puis, exprimer des sentiments et caractériser les personnages grâce au dialogue, comme je vous disais tout à l'heure. Votre personnage est en colère, le message sera plus fort si vous racontez qu'il serre les poings, qu'il hausse le ton, qu'il fronce les sourcils, et si vous lui donnez le dialogue approprié. Voilà, mélangez donc dialogue et émotion. Notons enfin que le silence ou l'absence de réponse à une question peut dire beaucoup, beaucoup plus qu'une simple réplique. Parfois, la parole est d'argent et le silence est d'or. À la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer donc notre rubrique, nous terminons par la rubrique « Une page se tourne, silence ça tourne » présentée par Alix Lautric. Vous savez déjà que Alix vous parle d'un roman qui a été adapté à l'écran. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation de Gone Girl. Gone Girl est l'adaptation cinématographique du best-seller américain Les apparences de Gillian Flynn, qui en est également la scénariste. Satire du mariage et des médias, le livre se présente comme une dénonciation de l'hypocrisie d'une société américaine idolâtrant les apparences. Il est globalement bien accueilli et connaît un succès commercial. Amy, une jeune femme au foyer, et son mari, Nick, propriétaire d'un bar, forment selon toutes les apparences un couple idéal. Ils ont quitté New York 2 ans plus tôt pour emménager dans la petite ville des bords du Mississippi où Nick a grandi. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, en rentrant du travail, Nick découvre dans leur maison un chaos indescriptible. Meubles renversés, cadres au mur brisés et aucune trace de sa femme. Quelque chose de grave est arrivé. Après qu'il ait appelé les forces de l'ordre pour signaler la disparition d'Amy, la situation prend une tournure inattendue. Chaque petit secret, lâcheté, trahison quotidienne de la vie d'un couple commence en effet à prendre, sous les yeux impitoyables de la police, une importance inattendue, et Nick ne tarde pas à devenir un suspect idéal. Alors qu'il essaye désespérément de son côté de retrouver Amy, il découvre qu'elle aussi cachait beaucoup de choses à son conjoint, certaines sans gravité et d'autres plus inquiétantes. Si leur mariage n'était pas aussi parfait qu'il le paraissait, Nick est néanmoins encore loin de se douter à quel point leur couple soi-disant idéal n'était qu'une illusion. Il serait criminel de dévoiler davantage l'intrigue que nous offre Gillian Flynn, tant elle nous offre de surprises et de retournements. Après Sur ma peau et Les lieux sombres, la plus littéraire des auteurs de polar, qui dissèque ici d'une main de maître la vie conjugale et ses vicissitudes, nous offre en effet une véritable symphonie paranoïaque, dans un style viscéral dont l'intensité suscite une angoisse quasi inédite dans le monde du thriller. On peut aisément s'interroger sur les origines de l'histoire racontée par Gillian Flynn. Beaucoup ont établi un parallèle entre les apparences et l'affaire Peterson qui a défrayé la chronique en Amérique. Le 24 décembre 2002,
Scott Peterson signale la disparition de Lacey, sa femme, enceinte de 8 mois. Après des recherches effrénées, on finit par retrouver le cadavre de la malheureuse. Mais la détérioration du corps ne permet pas d'établir avec certitude la cause du décès. Malgré cela, plus le temps passe et plus on soupçonne, à raison, son époux. Absence d'émotion, découverte de nombreuses liaisons, tentative de changement d'identité et de fuite. Scott Peterson est actuellement retenu dans le couloir de la mort en Californie. Après le succès colossal de son livre, Gone Girl, et bien que peu connu dans le monde littéraire, Gillian Flynn s'est vu offrir un deal plus qu'intéressant par la Fox. Le géant américain a ainsi acquis les droits de l'ouvrage pour la modique somme d'1,5 million de dollars. Cette dernière a suivi de très près la transposition de son œuvre à l'écran, puisqu'elle est la scénariste du long métrage. La romancière raconte son expérience. David Fincher n'a pas été attaché au projet d'adaptation de Gone Girl tout de suite. Je me suis attelée à la première version du scénario entièrement seule, alors que je n'étais encore qu'en pleine promotion du roman lui-même. Je n'avais jamais écrit de scénario et pour respecter les délais, j'écrivais dans l'avion, les chambres d'hôtel, les trains, entre 2 séances de signature de mon livre et aux 4 coins du pays. Fincher a lu le scénario en décembre 2013. J'ai donc sauté dans un avion pour Los Angeles juste après le Nouvel An pour le rencontrer. Je ne savais rien de lui, mais on connaissait ses films. Il était un de mes réalisateurs préférés. J'ai passé le voyage à préparer ce que je voulais lui dire, à relire mon script, à prendre un tas de notes sur ce qui était, à mon sens, encore à améliorer. J'étais très intimidée, il faut bien l'avouer. Je l'imaginais froid, sombre et facilement cassant. Je ne me souviens pas vraiment de désaccords profonds, seulement de m'être dit, quand il trouvait que quelque chose ne fonctionnait pas, « Écoute, si David Fincher trouve que quelque chose cloche ici ou là, fais confiance à David Fincher. » Ce fut une collaboration de rêve, à tel point que nous avons déjà rempilé. Je travaille avec lui à l'écriture d'Utopia, une série pour HBO, adaptée d'un format anglais. Donc voilà encore une année que nous allons passer ensemble au téléphone. Quand je suis arrivée au rendez-vous, il m'a installée dans son bureau. Il avait commandé des tonnes de sushis délicieux et on a parlé du scénario bien sûr, des actrices qui pourraient interpréter l'héroïne du film, mais aussi de nos films fétiches. J'avais l'impression de discuter avec l'un de mes copains cinéphiles. On a partagé par exemple notre goût pour Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Bref, une conversation très décontractée, au cours de laquelle j'ai découvert un type à l'humour noir, proche du mien, presque un clown à certains moments, à l'opposé de ce que j'attendais. Tout se passe donc pour le mieux entre l'auteur et le scénario en matière de casting, et pour le rôle de Nick Dune, les premiers choix étaient Brad Pitt, Seth Rogen ou encore Ryan Reynolds. Pour le rôle féminin principal, de nombreuses actrices sont envisagées. Après les refus de Nathalie Portman, Emily Blunt, Jessica Chastain et Charlize Theron, les noms de Rosamund Pike, Amy Cornish, Olivia Wilde et Julianne Hough sont évoqués. Reese Witherspoon était un temps liée au personnage, mais n'est finalement que productrice. Quelques jours après l'annonce de Ben Affleck, Rosamund Pike est confirmée dans le rôle principal féminin en juillet 2013. Véritable triomphe au box-office mondial, Gone Girl a engrangé pas moins de 369 millions de dollars malgré son sujet mature et sa violence intrinsèque. Aux USA, Fincher embauche 167 millions et en France, le cinéaste culte, mais pas toujours suivi par le public, sabre le champagne avec 2 millions d'entrées, soit le 3e gros hit du cinéaste derrière Seven et L'étrange histoire de Benjamin Button. C'est d'autant plus remarquable que Gone Girl ne bénéficiait pas d'un casting solide. Rosamund Pike était inconnue du grand public, quant à Ben Affleck, sa popularité a toujours été contrastée. Gone Girl reste un très bon thriller, sombre et tendu, au retournement de situation surprenant et bien amené. Même s'il ne restera pas forcément dans la filmographie de son auteur, un Fincher moyen reste une expérience cinématographique à ne pas manquer. Lors de la sortie française, un article d'Oser le féminisme a particulièrement fait parler de lui. Justine Lemoult et Amanda Postel y accusent l'intrigue du film de virer à l'illustration parfaite des thèses masculinistes. Le personnage d'Amy incarne le cliché patriarcal de la perversion féminine idéale qui utilise la violence psychologique, prétendue arme favorite des femmes, pour humilier et blesser son mari. A contrario, Nick apparaît comme un pauvre homme, victime des femmes.
de sa folle bien-aimée d'abord, mais aussi du personnage de l'horrible harpie de journaliste qui l'accuse sans preuve devant des millions de téléspectateurs et même de la policière avertie qui l'abandonne finalement à son triste sort. Dans un entretien en 2013 avec Norman Parsi de Time Out, qui jugeait le dénouement du film clivant, la scénariste Gillian Flynn a déclaré qu'elle a voulu prendre à rebours la notion que les femmes sont naturellement bienfaisantes. Dans le New York Times en 2014, elle ajoute qu'elle s'est posé la question de la misogynie. « J'ai passé 24 heures à hésiter et à me dire « J'ai tué le féminisme, pourquoi ai-je fait ça? Zut, c'est pas ce que je voulais. » Et puis, très vite, je ne me suis pas sentie très à l'aise avec ce que j'avais écrit. Elle récule les accusations de misogynie sur son roman et sur le film et argue que quand des hommes créent des personnages masculins malfaisants, on appelle cela des anti-héros. Élégant, intrigant, passionnant, Gone Girl et sa bande originale hypnotique, on reconnaît la patte de Trent Reznor et Atticus Ross, s'impose comme un objet filmique inattendu et donc forcément à la hauteur du cinéphile, masochiste et consentant, qui ne voulait rien d'autre que d'être trituré pareillement par l'esprit dément d'une cinéaste en pleine possession de ses talents. Un grand film, tout simplement. Ma chronique se termine. Merci de l'avoir suivi. Donc, nous remercions Alix pour sa rubrique toujours aussi passionnante. Et nous retrouvons donc Pascal pour la conclusion. Mais alors, avant d'arriver à la conclusion, j'avais quand même 2 dernières questions à te poser. Ce livre est une déclaration d'amour à toi-même, d'accord? Oui. Récemment, face aux élèves, tu disais la chose suivante. Faire la différence n'est pas ce qui est important, mais c'est être la différence qui compte. Alors, est-ce que tu pourrais dire que ton livre est un appel à la tolérance et à l'acceptation de qui l'on est? Voilà, exactement. Ce livre est vraiment un appel à l'acceptation de qui l'on est, pour peu que premièrement, que nous fassions des choix, que nous ne restions pas là dans une forme d'attentisme, et que nous assumions les choix que nous fassions. Faire un choix, c'est quelque chose. Mais, comme on dit, assumer son choix, c'est surtout ça. C'est surtout cette réflexion, en tout cas, autour de cela à laquelle j'appelle. Et enfin, à qui s'adresse ce livre? Où peut-on le trouver? Et est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle Pascal? Alors, ce livre s'adresse à tout le monde, pour peu que l'on se sente différent, que l'on connaisse des personnes qui souffrent d'une différence physique, en tout cas, qui n'osent pas en parler, qui ont envie d'un coup de boost, qui ont envie de se sentir moins seuls. Les hommes, les femmes, les grands, les moins grands, les petits, en tout cas. Je pense que ce livre peut toucher un petit peu tout le monde. Où on peut le trouver. En Guadeloupe, en tout cas, on peut le trouver au Café Papier, à Jarry. Très bien. Voilà. Et puis, la dernière question. Alors, est-ce que tu peux dire qui est la nouvelle Pascal? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle Pascal? Je pense qu'il s'agit d'une Pascal qui s'est révélée, tout simplement. Je crois qu'elle existe déjà, cette Pascal, depuis que tu lui as permis de naître. Exactement, de se révéler, voilà, exactement, et de fleurir, de s'épanouir. Je pense que là, cette Pascal que vous voyez aujourd'hui, c'est celle qui s'épanouit et qui s'affirme en tant que Pascal, puisqu'elle a fait des choix, elle assume les choix qu'elle fait, tant que faire se peut en tout cas, et elle avance. Elle comprend qu'elle a ce pouvoir, cette puissance, cette capacité, cette possibilité de créer la vie qu'elle veut. D'accord. Donc, elle y va responsable de ses choix. Et enfin, pour conclure définitivement, tu as une actualité. Alors, en fait, tu t'es lancée dans des masterclass. Oui. Est-ce que tu as prévu des dates en Guadeloupe ou pas encore? Alors, effectivement, je commence les masterclass ou les rencontres. Je n'ai pas encore stabilisé l'appellation parce que j'aime bien créer les choses moi-même qui me ressemblent. Et bien, je suis en train de préparer tout ça. Mais en tout cas, je propose
un atelier qui s'appelle Selfie to Self-Love, où on se fait ce fameux selfie qui nous permet de rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est autour de ça que cet accompagnement se fait, mais pour l'instant, il y a effectivement la présentation du livre, mais aussi les conférences qui se montent avec le livre en illustration. D'accord. Et puis, en dernière partie de cette conférence, le fameux atelier, cette rencontre dans laquelle on parle un petit peu de façon plus profonde de certains, personnels de certains sujets. Donc, une conférence et en deuxième temps, un atelier pour les personnes qui auront choisi d'aller plus loin. D'accord. Voilà. Ok. Donc, les dates, pas encore de date en Guadeloupe. En tout cas, je serais ravie de revenir en Guadeloupe, mais le 24 novembre prochain, effectivement, en Martinique, je serai aux Trois-Îlets. D'accord. Voilà. Eh bien, Pascal, nous te remercions vraiment. Mais c'est moi. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Excellent moment. Moi, j'étais ravie. Excellent. Parce que tu sais que j'y tenais beaucoup. Tout à fait. Et les choses se sont faites comme et quand elles devaient se faire. De façon juste. Absolument. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et internautes, nous vous remercions d'avoir suivi donc cette nouvelle émission qui était la 25e. Je vous dis et j'espère à très bientôt. Au revoir.